vous présente Bia. Elle a 11 ans. Elle habite Rio. Bia s'inquiète parce que son école sera remplacée par un parking pour la Coupe du Monde 2014. Bia ne veut pas perdre son école, ses amis et ses profs. C'est d'autant plus grave car il s'agit d'une des 10 meilleures écoles publiques du pays. Et toute la communauté scolaire a appris cette nouvelle par la presse, y compris la proviseure, sans aucun communiqué préalable du gouvernement. Vous pouvez imaginer le sentiment d'impuissance qui s'empare de Bia et de toute son école. Bia n'est pas la seule à se sentir impuissante face aux décisions des pouvoirs publics de Rio. C'est une ville, on le sait, où les inégalités sont criantes, les contre-pouvoirs très faibles et la police une des plus répressives au monde. Moi, Miguel, j'ai eu la chance de grandir à la marge de ces problèmes. Si chez moi, mes vêtements étaient lavés par une femme de ménage, celle-ci habitait dans une favela où il n'y avait même pas de système de traitement des eaux. Mais le Brésil, la bonne nouvelle, c'est que le Brésil change et réduit timidement ces inégalités, alors que dans le reste du monde, elles ne cessent de croître. Dans un an, 1% de la population détiendra 50% de la richesse mondiale. Les inégalités ne sont pas une externalité négative, comme souvent on nous présente. Elles profitent d'un déséquilibre existant et contribuent et renforcent à l'écrasement de la puissance par le pouvoir. Le pouvoir avec P majuscule, cette forme extraordinaire d'ordonnement de la société, où on distribue des parts, où on attribue des rôles, l'État, le droit, la dette. Tout est techniquement prévu et justifié. La puissance avec P majuscule, quant à elle, c'est cette force incroyable, c'est cette poursuite constante pour l'émancipation singulière et collective. Elle n'a pas de rôle prédéterminé ou préattribué. Elle ne suit pas un script. Elle est randomique, elle est imprévisible. Elle se construit en collaboration avec la différence. Elle est régulée par le don, non pas par la dette. Elle est singulièrement de tous, sans pouvoir appartenir et être dominée par personne. Pouvoir et puissance sont depuis toujours en dispute. Et dans ce match, plus que jamais, le pouvoir entre avec beaucoup plus de joueurs sur terrain grâce à l'accroissement des inégalités socio-économiques, à laquelle s'ajoute l'accroissement des inégalités politiques. Nous vivons une crise de confiance sans précédent. La population ne croit plus aux institutions politiques et démocratiques en vigueur. Et partout dans le monde, elles se manifestent. Printemps arabe, Indignados, Occupy Wall Street, juin brésilien, de nouveaux mouvements sociaux à double interface, la rue et le web. Dans cette nouvelle configuration, la multitude remplace la catégorie sociale. Les sit-ins remplacent les grèves générales. Les GoPro remplacent les affiches. L'activiste urbain remplace le militant. La convocation ne se donne désormais plus dans un siège de syndicat, mais autour d'un event Facebook. Alors que ces agencements multiples et nouveaux de la puissance avec P majuscule se renforcent et s'enrichissent, les structures du pouvoir deviennent de plus en plus obsolètes. Les partis politiques, les élus, les syndicats, en résumé, les agents du pouvoir avec P majuscule, sont un peu devenus comme des cabines téléphoniques. Ils sont présents partout, mais la population ne trouve plus de grand intérêt de s'en servir. Le problème, c'est que nous n'avons toujours pas développé et créé des portables à même de les remplacer complètement. Et de ce vide, renaît l'extrémisme, distribuant haine, racisme et intolérance. Ils ont beau se présenter comme des smartphones, mais on sait très bien qu'ils sont en réalité que des vieux téléphones branchés aux plus sombres heures de notre histoire. L'extrême droite est la face la plus perverse des structures du pouvoir. Les gouvernements ont creusé cet abîme avec leurs propres pieds. La concentration de beaucoup de pouvoir dans les mains de peu de gens crée un système de caste facilement corruptible. Pour affronter cette crise démocratique, il faut avoir une société vigilante, engagée, et qui puisse exercer un contre-pouvoir effectif aux structures de pouvoir. Et la population veut participer. Le problème, c'est que nous ne disposons toujours pas des outils et des méthodologies qui puissent canaliser notre désir et nos désirs en transformation réelle de politique publique. Comment le faire? Ça, c'est la grande question. Et c'est un peu en me posant cette question que j'ai aidé à cofonder Meuriu en 2011. Vous voyez, à l'époque, on se disait qu'Internet pouvait bien servir à d'autres choses qu'à partager des images de chats mignons. Meuriu, Mon Rio en français, a donc été créé comme une suite de plateformes technologiques, mais aussi comme un groupe d'organisations communautaires, c'est-à-dire un réseau de citoyens engagés pour changer la forme
Ah ouais? Ah d'accord. Bon. La forme, comme les décisions étaient prises dans la ville de Rio. Voici les cocottes minutes. C'est une des plateformes que nous avons développées. N'importe quel citoyen peut créer une mobilisation pour changer une politique publique spécifique en moins de 10 minutes. C'est très simple. Il formule sa demande, il choisit dans le trombinoscope le déciseur responsable pour cette politique publique spécifique, et ensuite, il la publie en ligne. N'importe qui voudra partager et adhérer à cette cause peut faire pression directe sur ses agents publics. Il ne s'agit pas d'une pétition en ligne à laquelle nous sommes bien habitués et que nous signons tous, mais nous ne savons pas vraiment si elles seront arrivées à leur destinataire. Non, pas du tout. Là, vous mettez votre nom, votre email, et ensuite vous cliquez sur Send. Et hop, le preneur de décision recevra un email de votre part, de votre email personnel. Maintenant, imaginez un jour, dans une seule journée, 20 000 personnes qui envoient 20 000 emails à une seule boîte de réception et avec une même demande. Ce jour-là, il est arrivé. C'est le jour où une petite fille de 11 ans qui voulait sauver son école créa une campagne sur le Cocotte Minute. Cette petite fille, c'est Bia, dont je vous parlais tout à l'heure. Et la boîte de réception en question, c'est celle du gouverneur de Rio. Le gouverneur, dans un premier temps, a répondu en promettant, en faisant une promesse de construire une nouvelle école, mais sans s'engager vraiment juridiquement. Ce qui, bien évidemment, ne rassurait ni les parents ni les élèves. Pour ne rien arranger, les vacances arrivaient et s'approchaient. Et qui dit vacances dit école vide, qui dit école vide dit risque plus grande démolition. C'est pourquoi nous avons installé des webcams devant l'école pour transmettre en streaming 24 heures sur 24 sur une plateforme que nous avons développée appelée En Garde. En Garde. C'est basiquement Big Brother à l'inverse. C'est les citoyens qui peuvent surveiller effectivement l'action étatique. Et ils peuvent aussi intervenir. Vous voyez, 2000 personnes se sont engagées à se rendre physiquement devant l'école pour éviter que les bulldozers passent à l'attaque, y compris la nuit. Ces gardiens fournissaient leur numéro de portable et ils étaient avertis par le bouton d'alerte, qui était ici présent, comme vous pouvez voir, en cas de menace réelle. Le résultat, c'est que l'école fut sauvée. Bia a aujourd'hui 13 ans, elle est en 4e et son école est toujours debout. Mais Bia aurait pu s'en servir d'autres formes de pression sur cette même plateforme. Elle aurait pu, par exemple, utiliser la pression par téléphone, comme l'a fait Jovita, mère d'une personne disparue. Jovita a utilisé la pression par téléphone pour créer la première unité d'enquête sur les personnes disparues à Rio de Janeiro. C'était une très belle victoire. Juste à titre d'information, en 2013, 6000 personnes ont disparu à Rio. Donc c'était une grande victoire et très difficile. Mais revenons à la pression par téléphone. Comment ça marche? Ça marche plus ou moins comme la pression par mail. Sauf qu'à la place de mettre votre mail, vous mettez votre numéro de portable. Notre système vous appelle en vous connectant directement avec le cabinet du preneur de décision. Et ensuite, il suffit juste que vous proclamiez votre demande à haute voix. Notre système crée une queue d'appel. Et cette queue d'appel permet qu'il n'y ait pas d'appel croisé, de sorte à ce qu'un appel s'enchaîne l'un après l'autre. Nous sommes arrivés, dans certaines mobilisations, à avoir jusqu'à 2000 appels le même jour au même numéro de téléphone. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos protagonistes, Bia et Jovita, responsables pour ces victoires incroyables. Et parmi tant d'autres victoires, vous voyez, depuis 2011 que Meru fonctionne, nous avons eu des victoires depuis la création d'un système de collecte d'ordures dans un quartier périphérique, jusqu'au changement de la constitution de l'État pour empêcher que des gens condamnés pour corruption ne puissent pas être nommés à des postes dans l'administration publique. Meru est aujourd'hui un réseau qui compte avec 200 000 membres et qui a changé plus de 60 politiques publiques à partir des demandes des propres citoyens. Le succès de Meru a inspiré d'autres entrepreneurs et jeunes activistes à monter leur propre réseau de mobilisation dans leur ville. Avec eux, nous partageons nos méthodologies et nos plateformes technologiques que je viens de vous montrer. C'est le cas de São Paulo, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Garopaba, Ouro Preto et Blumenau. Ensemble, nous composons le réseau Nos Villes. Nossas cidades, en portugais. Et en 2016, nous serons présents dans d'autres villes du monde, à partir de 2016. Nous croyons très sincèrement que c'est à partir de la participation des citoyens dans leur ville que nous pouvons contribuer à la construction d'un monde
plus solidaire, plus juste et plus durable. Parce que les problématiques globales se manifestent essentiellement dans les villes. Et parce que la ville, c'est aussi l'espace privilégié de la participation. C'est là où le citoyen est à même d'avoir le plus d'impact. C'est pourquoi nous avons besoin urgent de villes démocratiques. Et pour cela, il faut beaucoup plus que des gouvernements élus. Il faut distribuer et décentraliser le pouvoir de décision à la population. Cela ne veut pas dire que les institutions traditionnelles ne soient pas les bienvenues. Elles ont bien évidemment leur place, mais elles ne peuvent pas être les seules détentrices du monopole de pouvoir de décision. Et bien qu'elles soient bienvenues, il faut bien se dire que Marie-Antoinette ne se coupera jamais la tête. Donc c'est à nous, les citoyens, de franchir le premier pas dans la construction d'une société démocratique. Ça, c'est le grand défi. Les gouvernements démocratiques en découleront d'une société démocratique. Je sais que ce n'est pas évident de le comprendre pour certaines personnes et de l'accepter surtout pour certaines personnes. Moi-même, j'ai consacré 2 années de ma vie à l'antichambre de l'ENA, le master d'affaires publiques de Sciences Po Paris. Et je sais que pour nous, des techniciens du pouvoir avec P majuscule, ce n'est pas évident de faire toujours confiance à ce genre de processus de distribution, de prise de décision. Mais je vous assure que dans une favela de Rio, l'habitant est beaucoup plus à même de définir ses priorités et ses nécessités qu'un technicien du gouvernement qui ait 3 doctorats. Ça, je vous l'assure. Et dès lors, il est parfaitement capable et habilité pour des décisions politiques concernant son territoire. Il est parfaitement capable de prioriser une politique publique en détriment d'une autre. Gouvernement, commencez par décentraliser et distribuer les décisions essentielles d'une ville. La gestion de nos ressources, la gestion des terres, la priorisation de l'investissement public. Citoyens, commençons à surveiller le public de manière quotidienne, mais surtout, en collaboration avec la différence, construisons le commun. Je vous assure, jamais la puissance n'a eu autant d'outils et de capacités à rééquilibrer le match historique avec le pouvoir. Mais surtout, n'ayons pas peur. La puissance a prouvé au long de l'histoire humaine qu'elle est capable d'inventions extraordinaires, comme le sont la ville et Internet. Et c'est à partir de ces 2 locus qu'elle se prépare à construire une véritable société démocratique. Merci beaucoup, désolé pour le petit bug. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Juste un truc, avant qu'on vienne, tu me disais au fond, j'ai tout de suite vu en 2009 avec l'utilisation des réseaux sociaux qu'on pouvait faire quelque chose. Et sans doute, est-ce que le Brésil était le bon terrain pour ça? Nous, en France, il y a des initiatives qui arrivent, même de temps en temps, les politiques, ils vont les premiers. Anne Hidalgo, à Paris, elle a permis d'avoir un budget participatif, etc. Et ça a un succès très modéré. Peut-être parce que, comme ça a été dit ce matin, on est trop sceptique, ou peut-être parce qu'on n'a pas trouvé notre Miguel Lago. En français, ça ferait notre Michel Dulac. Qu'est-ce qui, d'après toi, explique que les Français, on ne soit pas prêts à rentrer dans une initiative comme ça qui fout le bordel? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense d'abord l'État français a toujours pris très bien soin de ses citoyens. C'est très différent de l'État brésilien. Donc déjà, ça, je pense que c'est la première différence. Après, je pense que nous avons, depuis l'éducation, on voyait hier cette donnée, la France reproduit des inégalités par son système d'éducation. Et c'est vrai que la figure du professeur, la figure de l'autorité est toujours quelque chose... Moi, j'ai fait mes études dans un lycée français, et c'était... il fallait se plier devant le professeur, ce qui est normal de respecter, mais il y a une certaine limite. Je sais pas où était ton lycée, mais oui. Ouais. Mais bon, moi, j'étais un très bon élève. J'étais très respectueux. Ça fait une grosse différence entre nous, oui. Non, mais ce que je pense vraiment, c'est qu'il y a la figure de l'État. C'est très difficile de se dire... Maintenant, l'État est en crise, certes, mais l'État nous a déjà donné de très belles choses. Donc je pense qu'en France, on a beaucoup de mal de se sentir empowered et de pouvoir vraiment faire de sorte, parce qu'on a toujours été habitué à ce que l'État nous offre une gamme de services extraordinaires. D'accord. Alors qu'au Brésil, on a dû construire... quand je parle de puissance, par exemple, une favela, c'est de la production de puissance. Ce sont des villages entièrement montés par leurs citoyens. Il n'y a aucune planification urbaine. C'est absolument extraordinaire. C'est très pauvre, etc. Il y a un problème sérieux de service public, mais c'est absolument extraordinaire comme les personnes arrivent à se débrouiller
en ne pas ayant la présence de l'État. Juste pour rassurer tout le monde avant d'aller déjeuner, tu avais une très belle formule qui était Marie-Antoinette ne se serait pas coupé la tête elle-même. Dilma Rousseff, aujourd'hui, elle est à 7%. Tu n'as aucune envie de la décapiter, rassure-moi. Non, moi, je n'ai pas envie de la décapiter. Moi, je travaille avec le thème des villes, mais bien évidemment, j'ai plein de critiques au gouvernement. Mais je pense que les élections, elle a été réélue, elle vient d'être réélue, et je respecte les élections. Et donc je pense qu'il faudra attendre les prochaines élections et faire pression sur le gouvernement, bien évidemment, au long de ces 4 années, pour avoir le meilleur gouvernement possible. Je travaille qu'avec des villes. Si vous voulez partager la passion de Miguel pour la vie politique et la vie politique brésilienne, normalement il y aura l'occasion, après la dernière intervention qui va suivre, dans la salle Meet the Speakers. Merci beaucoup Miguel.